Est Brune Poirson, elle est secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. C'est vrai que cette COP23 s'ouvre alors que les États-Unis se sont retirés des négociations. Finalement, sans les États-Unis, ce grand raout est-il toujours utile ? Ce grand raout est plus que jamais utile. Vous l'avez dit, c'est un État comme Fidji qui préside la COP23. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on a un État insulaire comme celui de Fidji qui préside la COP23 ? Ça veut dire que plus que jamais, les États ont un vrai devoir de responsabilité et de responsabilisation aussi. Et c'est ça qui est en train de se jouer à la COP23. Il faut continuer. Oui, vous parlez de responsabilisation, pardon de vous interrompre, mais les États-Unis, en l'occurrence, là, ne sont plus, effectivement, ils sont présents parce qu'effectivement, le retrait prendra acte dans 3 ans, mais très clairement, ils ne sont plus là. Donc leur financement également n'est plus là. Et en plus, ils démobilisent une partie des autres pays. Les États-Unis sont présents à la COP23. Et on a vu ils le sont parce qu'il y a effectivement une délégation, mais ils le sont aussi parce qu'il y a plusieurs milliers d'organisations, d'entreprises, d'États, de villes qui, aux États-Unis, après la décision du président Trump de sortir de l'accord de Paris, se sont mobilisés. Il y a ce qui s'appelle aussi America's Pledge, qui est notamment dirigé par des personnalités comme par exemple Bloomberg, ou encore comme Jerry Brown, le gouverneur de l'État de Californie, qui sont moteurs, qui veulent rassembler les initiatives peser dans les négociations à partir du moment où l'État américain est en retrait. Il y a les décisions qui sont prises par la Maison-Blanche et puis il y a aussi l'ensemble de la société. Ce n'est pas un État ou seulement un individu qui changera les choses concrètement. Et on l'a vu aux États-Unis, et moi j'y ai habité, je vous le confirme, il y a une véritable dynamique et un vrai mouvement. Et ça se joue, ça se sent, et c'est aussi ça ne pèse pas dans les négociations politiques de la COP. Ça pèse dans les négociations climatiques et notamment à la COP aussi, parce que ça donne cette dynamique-là. À la COP, ce qui est discuté fondamentalement, ce sont des questions comme où en sommes-nous ? Où voulons-nous aller ? Comment remonter le niveau d'ambition ? Et ce n'est pas un État seul ou un chef d'État seul qui le fera. C'est quand, justement, comme je le disais, il y a un véritable mouvement. Il faut que l'ensemble de la société soit mobilisé. Alors, vous parliez justement des objectifs. Donc, les îles Fidji sont effectivement totalement menacées. On a vu qu'il y a un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement publié la semaine dernière qui dit que les engagements pris par chaque pays il y a 2 ans couvrent seulement un tiers des mesures nécessaires pour éviter la catastrophe. On se demande même s'il n'est pas trop tard. Vous savez, quand on parle de la lutte contre le changement climatique, je peux comprendre parce que vraiment, je peux le comprendre. On peut parfois avoir tendance à baisser les bras, à se dire que ça ne va pas assez vite. Mais on a le choix entre 2 attitudes. Soit se résigner, soit au contraire continuer à être ambitieux, à être volontariste. Et moi, je crois fondamentalement, et c'est ce que nous croyons dans ce gouvernement, c'est ce que Nicolas Hulot croit également, qu'il faut que nous fassions preuve d'ambition, de volontarisme et que ça marche, ça fonctionne. Regardez par exemple, depuis 2014, les émissions de CO2 stagnent, quand bien même, alors que la croissance mondiale reprend. On sait par exemple que des pays comme la Chine... les températures vont augmenter de 3 degrés en 2010. On sait par exemple que en 2100. On sait que des pays comme la Chine, par exemple, deviennent leaders et très moteurs sur les énergies renouvelables. Moi, j'étais récemment en Inde. On voit que le prix et le coût des énergies renouvelables baissent et ne cessent de baisser. Donc, il y a des raisons et on peut vraiment y croire. Et c'est ça aussi... l'objet de la COP23, mais aussi de la mobilisation générale. Alors Emmanuel Macron, il a réagi après le retrait de Donald Trump de la COP avec le fameux « Make our planet great again ». Et depuis, vraiment plus rien. C'est un dossier, on sent, qui intéresse le président de la République, mais est-il suffisamment ambitieux face à l'urgence ? La France, et notamment le président de la République, bien sûr, en cohérence avec ses engagements de campagne, est très ambitieux du point de vue climatique. En France, nous avons relevé les ambitions. En juillet dernier, nous l'avons d'ailleurs annoncé dans le plan climat. Nous visons la neutralité carbone d'ici 2050. Nous voulons sortir des véhicules thermiques d'ici 2040. Tout ça, ce sont des ambitions fortes. Et au-delà des ambitions, vous savez, on les a déjà mises en œuvre. C'est ce qu'on est en train de faire. Par exemple... La France a-t-elle sa voix propre à la COP23 on a, par exemple, en France, proposé toute une série de mesures et lancé toute une série de mesures
en faveur des foyers les plus modestes. On a aussi récemment, et ça ne nous aura pas échappé, été un des premiers pays à décider par une loi de sortir des énergies fossiles et donc de la loi hydrocarbures. Donc, avec la loi hydrocarbures. Et donc nous sommes très concrètement mobilisés. Bien avant nous. Nous sommes... Juste la France a-t-elle sa voix propre à la COP23 ou est-ce qu'elle fait partie des pays de l'Union européenne? La France est attendue sur les questions du leadership climatique. Non seulement elle l'est parce que c'était le pays hôte de l'accord de Paris, mais en plus de ça, notre président est très écouté. Vous savez, moi j'étais avec lui à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre. Les pays du monde entier attendent et continuent à vouloir de la France cet engagement-là. Mais nous ne réussirons pas seuls, et c'est ce que nous faisons, et c'est ce que je m'attache à faire, avec l'ensemble des pays européens, pour aussi continuer de rassembler et de rehausser nos ambitions. Et le 12 décembre, Emmanuel Macron organise un sommet climat, spécifiquement consacré au volet financier. Quel est l'objectif de ce sommet? Est-ce que vous ne concurrencez pas la COP à Bonn? Il y a le processus de négociation de l'ONU qui fonctionne bien, qui est fondamentalement important et qui a lieu et qui se déroule et dans lequel la France est non seulement pleinement investie. Dans nos premiers jours, alors on verra dans 15 jours. Non seulement la France est pleinement investie, mais en plus elle soutient véritablement ce mouvement-là, comme je l'ai dit. Et puis il y a aussi des sommets, comme par exemple celui qui va être organisé le 12 septembre à Paris, qui vise à continuer... Le 12 décembre à Paris, qui vise à continuer à mettre en œuvre véritablement l'accord de Paris, parce que c'est ça dont il va s'agir le 12 décembre. Donc ça ne concurrence pas Bonn. C'est vrai qu'on se demande en fait quel est l'objectif de ce sommet. Ce sont deux choses totalement différentes qui sont complémentaires et qui ne concurrencent pas les deux. La preuve, c'est que nous allons travailler avec des organisations internationales pour le sommet du 12 décembre. Et donc, au contraire, tout ça est très aligné. Mais pourquoi ne pas l'avoir organisé à Bonn dans ce cas? Tout ça ne vise qu'une seule chose, c'est à accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris. Parce que c'est ça qui se joue aussi bien à Paris qu'à Bonn et puis plus tard en Pologne. Alors, le plus compliqué, vous l'avez dit tout de même, c'est la mise en place des financements. Il y a ce fameux fonds vert, 100 milliards de dollars à partir de 2020 vers les pays en voie de développement. Il n'y a plus les États-Unis aujourd'hui. Comment allons-nous trouver de l'argent? Qui est prêt à financer? L'Allemagne a dit peut-être, le Japon a dit peut-être, la Chine peut-être. Que va payer la France? Nous, vous savez, en France et avec d'autres pays européens et même d'autres pays dans le monde, ce que nous voulons faire, c'est aller aussi au-delà de ces engagements-là. L'enjeu, véritablement, c'est important ce financement pour les pays pauvres. L'enjeu, véritablement, c'est de verdir la finance. C'est-à-dire d'avoir des milliards, et je dis bien des milliards, qui vont être dirigés vers des projets bas carbone. C'est ça l'enjeu. Et c'est ce que nous faisons. Et nous dialoguons avec des banques, nous dialoguons avec des sociétés d'assurance de façon à justement verdir cette finance-là. Est-ce que la France va apporter tout de même un montant, de l'argent à ce fonds vert? La France soutient des initiatives climatiques aussi bien sur son territoire qu'ailleurs dans le monde. Et la France va continuer à le faire. Le président de la République l'a affirmé. Nous sommes mobilisés pour ça. Mais comme je vous disais, l'enjeu va même au-delà de ça. Si nous voulons... Oui, mais c'est important parce que les pays pauvres sont à la fois les plus vulnérables et les moins secourus. Ils ont le moins de financement, beaucoup moins de financement. Si nous voulons faire en sorte de véritablement que cette transition écologique, elle s'incarne sur les territoires et pas qu'en France, et vous l'avez dit vous-même, en Afrique, et dans d'autres régions asiatiques, eh bien, il faut que l'ensemble des flux financiers soient dirigés vers des projets qui soient bas carbone, vers des projets qui soient plus solidaires. Et c'est ça l'enjeu. Et ça, mais il faut également 100 milliards d'euros. En tout cas, c'était ce qui était prévu à Paris. C'est exactement ça dont je vous parle. C'est exactement ça dont je vous parle. Je vous parle même de sommes qui sont encore plus importantes. C'est pour ça que nous travaillons avec des entreprises privées, avec des banques, parce que c'est un changement de système que nous sommes en train de faire. Et la France, d'ailleurs, est tout à fait moteur sur cette question. Nous avons, quel est l'engagement de Paris sur l'argent public sur ces 100 milliards? Nous avons par exemple l'argent des green bonds. Ce sont des nouveaux modèles et des nouvelles façons de financer des projets en faveur... Toutes les modalités sont intéressantes, mais est-ce que la France s'engage à financer une partie de ce fonds vert avec une somme spécifique? La France s'est engagée, le président de la République l'a annoncé, à partir de 2020, 5 milliards par an. Mais nous voulons aller au-delà de ça, parce qu'il ne s'agit pas que de mobiliser des fonds publics, il s'agit aussi de mobiliser fondamentalement, comme je le disais, beaucoup d'autres organisations, parce que c'est le changement que nous voulons apporter. Merci beaucoup Brune Poirson d'avoir été avec nous, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci à vous de nous avoir suivis et vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes.